Chers élèves, bienvenue dans une nouvelle vidéo dans le cadre de votre enseignement à distance. Je suis Mariam Mashrafi, votre professeure de français de l'Académie régionale de l'enseignement et de la formation, l'Ayoun Saqiya Al-Hamra. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble le deuxième module de la première année baccalauréat, la tragédie moderne, Antigone. Donc, il est important de savoir que ceci est une complémentarité, une récapitulation générale de ce que vous avez déjà fait, que ce soit en classe ou bien durant votre enseignement à distance. Je vous invite donc d'avoir votre œuvre à portée de main, votre cahier et vos stylos pour commencer. Pour pouvoir récapituler l'ensemble de l'œuvre, nous allons traiter 4 points importants. La présentation de l'œuvre, les origines d'Antigone qui est le personnage principal de cette œuvre, le résumé des scènes et les thèmes les plus importants de cette œuvre. Alors, quelle est cette œuvre? Pour pouvoir la présenter, on parle de Antigone. C'est une œuvre dont le titre est Antigone. C'est le personnage principal. C'est une pièce de théâtre qui est écrite par un dramaturge nommé Jean Anouilh. Qui est ce Jean Anouilh? Donc, Jean Anouilh est un dramaturge et scénariste français né en 1910 à Bordeaux, en France. Et il est décédé en 1987 à Lausanne, en Suisse. Parmi ses œuvres, on peut trouver L'Hermine, Le voyageur sans bagage et La sauvage. Donc, cette œuvre qui s'appelle Antigone, qui est écrite par Jean Anouilh, quand est-ce qu'elle a vu le jour? Donc, d'abord, elle a été écrite en 1942. À cause de problèmes de censure, elle n'a pu voir le jour et comme vous le savez déjà, les pièces de théâtre sont destinées à être jouées sur une scène et pas seulement à être lues. Donc, elle a été jouée sur scène pour la première fois en 1944. Pour que vous puissiez la voir sous forme papier, elle n'a été publiée ou bien elle n'est apparue qu'en 1946. Donc, c'est une pièce de théâtre, oui, mais comme vous le saviez déjà, une pièce de théâtre peut être aussi bien comique que tragique. Donc, Antigone est donc une pièce de théâtre qui appartient au sous-genre la tragédie moderne. Qu'est-ce que la tragédie moderne et c'est quoi sa différence? Et c'est quoi la différence entre la tragédie moderne et la tragédie classique? Vous savez déjà qu'une tragédie classique est une pièce de théâtre qui est répartie sur des actes et des scènes, contrairement à Antigone qui est une pièce de théâtre unique. Elle ne contient ni actes ni scènes. Ensuite, on sait que la tragédie moderne, ou bien la tragédie classique, est généralement écrite et connue par être écrite en vers, alors que la tragédie moderne est écrite en prose. Dans la tragédie classique, on trouve qu'il n'y a que des personnages qui viennent de la noblesse, alors qu'ici, on a des personnages qui viennent de la classe des nobles, mais aussi bien des personnages qui sont de la classe moyenne. Ensuite, on peut trouver que le langage utilisé dans une tragédie classique, c'est le langage soutenu, c'est-à-dire le langage des nobles, alors qu'ici, on a une coexistence du langage aussi bien courant et même du langage familier, voire vulgaire. Dans la tragédie moderne, on peut voir qu'elle comporte souvent des passages ironiques pour critiquer un sujet, n'importe lequel, elle mêle davantage la comédie et la tragédie. Très bien, maintenant on a identifié notre œuvre, on a su comment elle s'appelle, qui est le dramaturge, elle est apparue en quelle année et quel est son genre et sous-genre littéraire. Maintenant, découvrons qui est cette Antigone. On a bien dit que Antigone est le personnage principal, d'accord? Donc, qui est-elle? Elle est la fille d'Œdipe. Pour pouvoir comprendre cela, on va
voir ensemble quel est le mythe d'Œdipe et par quoi est connu Œdipe. Alors, Œdipe est enfant de Laios et Jocaste. Roi et reine de Thèbes. Donc vous devez bien savoir que les événements de notre pièce de théâtre vont se dérouler à Thèbes. Donc Loïs et Jocaste ont eu un enfant qui s'appelle Œdipe. Pour connaître son avenir, ils ont consulté un oracle qui a dit que Œdipe va tuer son père et épouser sa mère. Qui est l'oracle? C'est simplement une personne qui prédit l'avenir. D'accord? Donc, Œdipe a été prédit comme étant un enfant qui va tuer son père et épouser sa mère. Pour pouvoir fuir ce destin, Laios a décidé d'abandonner son fils. Donc, Œdipe a été abandonné. Après plusieurs événements, il a été adopté par le roi et la reine d'une autre ville. Tout simplement, c'est Polybe et Péribée. Il a grandi chez ce roi et cette reine en pensant que c'est son vrai père et sa vraie mère. Donc, en grandissant, Œdipe a décidé pris par la curiosité, il a décidé de consulter un oracle pour voir son avenir. Qu'est-ce qui va lui passer? Donc, l'oracle a prédit tout simplement que Œdipe va tuer son père et épouser sa mère sans dire que le roi et la reine, Polybe et Péribée, n'étaient pas ses vrais parents. Donc, Œdipe, encore en croyant que Polybe et Péribée sont ses vrais parents, il a voulu fuir son destin, encore une fois. Et il prend la fuite et sort de sa ville qu'il croyait sa ville natale. Donc, sur son chemin, il a rencontré un homme, un vieil homme, avec lequel il va se disputer. Donc, une bagarre et Œdipe va tuer cet homme, qui s'avère finalement être Laios. Donc, Œdipe vient de réaliser la première prédiction qui est tuer son père. Œdipe vient donc de tuer son vrai père sans le connaître. De retour, donc Œdipe trouve que sur Thèbes, il y a une créature, qui s'appelle le Sphinx. Qu'est-ce que le Sphinx? Donc, c'est tout simplement cette créature avec le corps d'un lion, le visage d'une femme et avec des ailes. Une créature qui faisait terreur sur Thèbes, et qui posait à chaque fois une énigme. La personne qui va pouvoir résoudre cette énigme va devenir le roi de Thèbes. Et la personne qui n'est pas capable de résoudre cette énigme, elle va être tuée. Donc, l'énigme était qui, le matin, marche à 4 pattes, le midi à 2 pattes et le soir à 3 pattes. Donc, je sais que vous savez déjà la réponse. Œdipe, lui aussi, a connu la réponse et donc le Sphinx vaincu, il se donna la mort. Une fois le Sphinx s'est donné la mort, Œdipe a été nommé roi de Thèbes après la mort de Laios, et s'est donc marié avec
Jocaste, qui est à la base sa vraie mère. D'accord? Donc la deuxième prédiction vient de se réaliser. Oedipe a vraiment tué son vrai père et a épousé sa vraie mère. Donc avec avec Jocaste, Oedipe va avoir 4 enfants. On a Étéocle, Polynice, Ismène et la toute dernière, le sujet de notre œuvre, qui est Antigone. Maintenant, on a su d'où vient Antigone, fille d'un homme qui a commis le parricide, c'est-à-dire il a tué son père, et qui a commis l'inceste, c'est-à-dire il a épousé sa mère. Très bien, donc maintenant qu'on a su d'où vient Antigone, nous allons passer aux scènes ou bien au contenu de notre pièce de théâtre, notre tragédie moderne, afin de mieux comprendre les événements qui la composent. Donc, il faut savoir que, vu que notre pièce elle est pas répartie en actes et en scènes, on a un schéma bien déterminé qui est en 3 parties. D'abord, l'exposition. Ensuite, le nœud, ça veut dire c'est là où les événements vont se corser, là où on va présenter le nœud de notre pièce, et finalement le dénouement. Alors commençons par l'exposition. Donc la première scène, Antigone commence d'une manière propre à cette pièce de théâtre, c'est-à-dire par un prologue, un personnage qui vient et qui nous explique ou qui nous présente l'ensemble des personnages un à un, en donnant l'ensemble de leurs caractéristiques et aussi en résumant l'ensemble des actions depuis la fin du mythe d'Édipe après son exil et après qu'il s'est crevé les yeux jusqu'aux événements de notre œuvre. Donc, quels sont les personnages? On a 11 personnages. Antigone, la princesse, fille d'Oedipe, et le personnage principal avec son caractère, avec sa petite taille. Elle n'est pas trop belle, pas aussi belle que sa sœur Ismène. Une personne un peu noiraude, maigre, qui ne parle pas beaucoup, pas très bavarde. Créon, c'est le frère de Jocaste. Donc on a ici Jocaste. Créon, c'est son frère qui est devenu roi après que Oedipe a été exilé. Il est devenu roi. Ismène, c'est la sœur d'Antigone. Aimant, c'est le fils de Créon et Eurydice, et c'est en même temps le fiancé et l'amoureux d'Antigone. Eurydice, comme je viens de le dire, c'est la femme de Créon, un personnage qui n'a pas une existence dramatique importante dans la totalité de l'œuvre. La nourrice, donc c'est la personne qui a été responsable de l'éducation et de l'apprentissage des 2 filles, Ismène et Antigone. Le page, donc c'est ce qu'on peut appeler un petit peu le bras droit du roi, c'est une personne à tout faire. Le messager, donc la responsabilité du messager ici, elle est très importante parce que c'est lui qui va annoncer la mort du personnage principal qui est Antigone, et aussi il est présent parce que, comme vous le savez déjà, parmi les règles de bienséance dans une tragédie, c'est de ne pas montrer la mort sur scène. Donc, je l'ai déjà dit, une pièce de théâtre est destinée à être jouée, non pas à être lue. Donc, les spectateurs ne doivent pas voir la mort sur la scène. Donc, parmi les règles des bienséances, c'est ne pas voir la mort. Donc, le messager est la personne qui va rapporter, qui va dire que le personnage principal est mort. Et finalement, les 3 gardes. Donc, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas seulement
que des personnages qui viennent de la noblesse. On a les gardes avec leur vulgarité, avec un petit peu leur esprit pas très intelligent, qui ne s'y connaissent peu. Donc, ils veulent seulement vivre et servir le roi. Le prologue nous résume aussi les actions, comme j'ai dit, depuis l'exil d'Œdipe. Donc, après l'exil d'Œdipe, Œdipe a deux fils, Étéocle et Polynice. Donc, ces deux fils veulent tous les deux être ou devenir rois de Thèbes. D'accord? Donc, vu qu'ils ne peuvent pas tous les deux être rois, ils ont décidé que l'un va régner pendant 1 an et l'autre l'an qui suit. Durant le règne d'Étéocle, Polynice est revenu prendre son trône et Étéocle a décidé de ne pas le lui donner. Du coup, Polynice va appeler des personnes tierces à Thèbes, des ennemis de Thèbes, et vont venir pour attaquer le trône de Polynice. Et c'est là où les deux frères vont s'entretuer, ils vont tous les deux être morts, ce qui va déclencher une certaine rage chez les Thébains, une certaine rébellion. Donc, pour calmer le jeu, Créon a donc décidé, Créon le roi, il a pris les rênes, il a décidé qu'il va devenir le roi, il va décider aussi que Étéocle, il était la personne qui mérite le trône, donc c'est le bon frère, c'est lui qui avait raison, et que Polynice, le mauvais frère, le traître qui a appelé des ennemis pour tuer son frère, va être rejeté, il ne va pas être enterré, on va le jeter dans la forêt et le laisser pour les animaux et les corbeaux. D'accord? Donc, dans cette époque, on sait bien que enterrer les cadavres, c'est quelque chose de très important. Sinon, leur âme va régner sur la ville et ne vont pas reposer, ne vont jamais reposer en paix s'ils ne sont pas enterrés. Donc, ensuite, on a la deuxième scène. On a Antigone qui se précipite, qui entre en douceur à la maison, au palais. Elle entre sans que personne ne puisse la voir en douceur, mais elle a été surprise par la nourrice. Donc, quand la nourrice l'a surpris, où étais-tu? Donc, Antigone affirme qu'elle était seulement en train de se promener, mais la nourrice va insister. Et là, on va assister à un quiproquo. Qu'est-ce qu'un quiproquo? C'est tout simplement, la nourrice va penser que Antigone est sortie voir un amoureux, qu'elle a un amoureux, donc elle lui demande, tu as un amoureux? Antigone va confirmer, oui, nourrice, oui, nounou, j'ai un amoureux. Mais est-ce que l'amoureux duquel parle la nourrice est le même d'Antigone? Non, ce n'est pas le cas. La nourrice parle d'un vrai amoureux, d'accord? Alors que Antigone, elle est en train de parler de son amoureux, son vrai amoureux, c'est-à-dire son frère Polynice, qu'elle est sortie pour essayer de l'enterrer le matin très très tôt. D'accord? Très bien. Donc, la troisième scène, on a l'entrée d'Ismène. Donc, comme j'ai déjà dit, la tragédie moderne Antigone, on ne trouve pas ni d'acte ni scène. Vous allez me dire, oui, mais comment on va reconnaître la scène 1, la scène 2, la scène 3? Pour reconnaître les scènes dans la pièce, c'est par l'entrée ou la sortie de un ou de plusieurs personnages. Donc, la scène numéro 3, on a l'entrée d'Ismène qui va essayer de convaincre Antigone que ce qu'elle essaye de faire n'est pas bon,
Tu ne dois pas enterrer notre frère. C'est un décret royal. Tu ne peux pas faire ça. Parce que Créon avait ordonné d'exécuter à mort toute personne qui va essayer d'enterrer Polynice. Donc, Ismène tente de la convaincre de revenir sur sa décision d'enterrer Polynice. Alors, comment elle va essayer de la convaincre? Par les arguments suivants. Donc, d'abord, elle a commencé par la menace du pouvoir du roi. Il est le roi, il va nous tuer. On ne peut pas contredire le roi. On ne peut pas dire non au roi. Donc, il y a un décret royal qui dit « Vous ne devez pas enterrer Polynice, on ne va pas enterrer Polynice, sinon on va mourir. » Ensuite, elle va utiliser le droit de l'aînesse, c'est-à-dire « Je suis ta grande sœur, tu dois m'écouter. » Et c'est ce qui nous laisse poser la question, est-ce qu'une personne, simplement parce qu'il est plus grande, elle va être plus mature ou plus sage? Ensuite, la peur de la souffrance et du supplice. Donc, Ismène essaye de convaincre Antigone par le fait qu'elle va souffrir. Donc on va souffrir, on va avoir mal, on va mourir. On ne veut pas souffrir par les regards des autres. C'est là où on va... donc j'ai dépassé la peur de la foule. Donc on a peur des regards des autres. Les Thébains vont se rebeller, les Thébains vont nous détester, ils vont demander qu'on meure. Et moi, j'ai peur. Donc, Ismène, elle dit à sa petite sœur, moi, j'ai peur de la foule, j'ai peur des regards des autres. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas le courage. Donc, ensuite, elle essaye d'utiliser l'argument du sentiment fraternel. C'est-à-dire, ma petite sœur, en approchant d'elle et en essayant de la caresser pour l'amadouer. Donc, tu dois me faire plaisir. Moi, je suis ta sœur. Mais Antigone, elle refuse tout cela. Et finalement, le dernier essai d'Ismène, elle lui propose le bonheur. Donc, Antigone, tu es fiancée à Aimant, vous vous aimez, vous allez vous marier, vous allez avoir de beaux enfants. Donc, tu ne dois pas mourir. Renonce à l'enterrement de notre frère et vis ta vie, vis ton bonheur. Donc là, dans cette scène, on va découvrir un petit peu la différence entre le caractère d'Ismène et le caractère d'Antigone. Donc Ismène est une personne qui est sage, raisonnable, elle sait ce qu'elle fait. Elle est pondérée, équilibrée. Donc oui, c'est mon frère, j'aimerais bien l'enterrer. Mais aussi bien, c'est mon oncle, c'est le roi, c'est lui qui décide. Donc, il a dit, on n'enterre pas Polynice, on n'enterre pas Polynice. Elle est aussi obéissante. Donc, si mon oncle me donne des règles à suivre, je vais les suivre. Elle est conformiste, comme tous les Thébains, d'accord? Comme tout le peuple. Si le roi dit quelque chose, on va la faire. Contrairement à Antigone. Donc, Antigone, elle est têtue. Si elle a une idée en tête, elle ne va pas renoncer à cette idée. Je veux enterrer mon frère, donc je vais enterrer mon frère. Elle est têtue, entêtée, opiniâtre, obstinée, mais aussi, comme le préfixe de son nom l'indique, anti, elle est aussi anticonformiste. Elle n'est pas comme les autres. Elle veut sortir de la foule. Et ensuite, elle est impulsive. Elle ne pense pas beaucoup. Antigone, elle ne veut pas se tarder dans la réflexion. J'ai décidé d'enterrer mon frère, j'y vais, sans trop penser. Très bien, donc maintenant on passe à la 5e scène dans laquelle Antigone fait une sorte de testament concernant sa chienne douce, ce qui peut montrer qu'elle s'apprête à les quitter. Donc, dans cette scène, on a un discours entre Antigone et la nourrice, dans lequel Antigone va faire une sorte de testament. Donc, tu sais, Nounou, ma chienne douce,
elle est douce, elle est gentille. Est-ce que tu peux ne pas la gronder, même si elle salit les tapis, même si elle n'est pas très gentille, s'il te plaît, prends soin d'elle. Donc, ce genre de paroles cache implicitement que Antigone est prête à quitter sa chienne, qu'elle ne restera plus, qu'elle ne vivra plus pour en prendre soin elle-même. Donc, elle donne des recommandations ou bien un testament à sa nourrice. Donc, s'il te plaît, nounou, prends soin de ma chienne. Ensuite, on a Antigone fait aussi ses adieux à son fiancé aimant. Elle lui annonce qu'elle sera jamais sa femme et qu'ils n'auront jamais d'enfants ensemble. Donc, au début, elle essaye de s'excuser pour la dispute qui s'est passée la veille et elle s'est assurée que Aimant l'aime vraiment. Elle a exprimé qu'il aimait Antigone, qu'il l'a choisie même si Ismène est plus joyeuse, est plus belle, elle est blonde, elle a plusieurs caractères qui l'amenaient vers Aimant plus, mais Aimant a choisi Antigone. Mais vers la fin, elle fait passer encore une fois des messages implicites qu'elle ne va jamais être sa femme. Donc, après cela, Ismène revient encore une fois. Elle essaye de convaincre Antigone de ne pas essayer d'enterrer Polynice, mais Antigone va lui avouer qu'elle a déjà essayé de le faire ce matin même. Donc là, on va passer à la deuxième étape. Donc, comme je vous ai dit, on a 3 étapes. L'exposition, le nœud et le dénouement. Maintenant, on va assister à l'annonce du nœud. C'est-à-dire que les gardes, ou bien le garde, va venir pour informer Créon, le roi, que quelqu'un avait essayé. Donc, quelqu'un, on ne sait pas encore que c'était Antigone, quelqu'un avait essayé de recouvrir le cadavre de Polynice. Il a essayé de le recouvrir à l'aide de quoi? À l'aide d'une petite pelle. Donc, réellement, c'était la pelle que Polynice avait donnée comme cadeau à Antigone. Donc, elle a essayé de le recouvrir à l'aide de cette petite pelle. Donc, ici, on va découvrir aussi, pour la première fois, le caractère des gardes. Donc, le garde était une personne un petit peu vulgaire, comme on a déjà dit, qui essaye de fuir la responsabilité. Donc, oui, monsieur le roi, on a trouvé une pelle, une petite pelle, on ne sait pas. Donc, il essaye de fuir sa responsabilité et même son discours, il est assez vulgaire. Ensuite, on a ici le personnage du cœur. Donc, le cœur est un personnage un petit peu spécifique, c'est-à-dire qu'il peut avoir plusieurs fonctions. Dans cette scène, il va avoir d'abord comme fonction de porte-parole de Jean Anouilh, c'est-à-dire il va exprimer un petit peu la différence entre la tragédie et le drame. Mais ensuite, il va aussi nous parler de la personnalité d'Antigone, c'est-à-dire que Antigone est une personne rebelle, elle est têtue. Donc c'est la première fois qu'elle va se sentir libre en essayant d'enterrer son frère. Donc c'est pour la première fois, et c'est bien dit par le cœur, Antigone va être pour la première fois elle-même. Et va se sentir pour la première fois libre. Donc après cela, on a justement le point le plus important dans la totalité de l'œuvre, c'est que les gardes vont capturer Antigone en train d'essayer de couvrir le cadavre de sa sœur. Elle va essayer de couvrir le cadavre de son frère, et elle va être capturée par les gardes. Donc, durant cette scène, on va découvrir de plus en plus le caractère un petit peu indésirable des gardes.
C'est-à-dire que cette jeune femme, elle va mourir parce qu'elle n'a pas accepté la décision de son oncle, du roi, mais eux, ils sont juste en train d'imaginer qu'est-ce qu'on va faire avec le butin qu'on va avoir. On va avoir de l'argent. On a pris la personne qui a essayé d'enterrer Polynice, donc on va avoir de l'argent. Qu'est-ce qu'on va faire avec ? Donc ici, on a la comparution, dans la 11e scène, on a la comparution d'Antigone. Donc Antigone, elle a essayé d'enterrer son frère, elle est capturée par les gardes et on va l'amener chez son oncle, le roi, qui va faire de son mieux pour étouffer l'histoire, pour étouffer l'affaire. Donc la première chose, est-ce que quelqu'un t'a vu, Antigone? Est-ce que quelqu'un sait ton projet d'enterrer ton frère? Et Antigone répondait simplement parce qu'il était fatigué, non, personne ne sait, donc j'ai parlé à personne de mon projet. D'accord? Donc il se disait, donc Créon se disait, bon, s'il n'y a que les 3 gardes, tuons-les et l'affaire sera étouffée, mais Antigone n'accepte pas. Donc, et c'est là où on va assister à un face-à-face qui est important dans la totalité de l'œuvre entre Créon, qui est l'image de l'autorité, le roi, le système politique, contre une petite fille, Antigone, qui représente la rébellion, qui est contre ce système, qui est contre cette décision du roi. Donc, pour la convaincre, il utilise plusieurs arguments. Donc d'abord, il a recours à des moyens rudimentaires. Donc rudimentaires, c'est-à-dire qui n'ont pas beaucoup d'impact, qui ne sont pas vraiment convaincants. La première, c'est sa supériorité légale. Donc moi, je suis le roi. Et en plus, je suis ton oncle, donc tu dois écouter ce que je te dis. Et ensuite, la supériorité physique, c'est-à-dire je suis plus grand que toi, je suis plus fort que toi, tu dois écouter ce que je te dis. Par la suite, on a une désacralisation du mythe, c'est-à-dire le temps des mythes, Antigone, il est déjà passé. Donc si tu veux être une héroïne, une personne qui fait partie d'un mythe, tu n'auras plus cette chance parce que Thèbes a besoin d'un roi qui est réaliste, qui ne vit pas dans les rêves, qui vit dans la réalité. Si quelqu'un fait du mal, il va être mort. Ensuite, il utilise la carte de la profanation du rite de l'enterrement. C'est-à-dire, il va dégrader ou il va présenter l'enterrement comme un rite qui n'est pas très important. Donc, bon, c'est absurde, c'est insensé, ce n'est qu'un jeu. D'accord? Ensuite, il va jouer la carte, sa plus forte carte, qui allait convaincre Antigone, c'est que les 2 frères étaient mauvais. Tu sais, Antigone, ni Étéocle ni Polynice n'étaient l'un meilleur que l'autre. Les 2 maltraitaient leur père et maltraitaient leur petite sœur. Donc, à quoi bon tu vas faire ça? Ce ne sont que des voyous, ce ne sont que des traîtres, tous les 2. Donc, à quoi bon tu vas perdre la vie? Donc, tu vas être privé de ta vie pour 2 personnes qui ne méritent pas. Et donc, cet argument va presque convaincre Antigone. Elle était sur le point de rentrer à sa chambre en acceptant que tuer Polynice était vraiment une mauvaise idée et qu'elle devrait suivre ce que le roi a dit. Mais Créon va jouer sa dernière carte, qui est la proposition du bonheur. Donc, comme l'a déjà fait Ismène, il va lui proposer un bonheur. Donc, tu vas te marier avec Aimant, vous allez être heureux, vous allez peut-être devenir un jour le roi et la reine, vous allez avoir des enfants, vous allez vivre heureux. Donc, à quoi bon laisser tout cela et se rebeller contre quelque chose qui n'est pas important, mais c'est là où Antigone va revenir avec force en rejetant ce bonheur proposé par son oncle, car elle rêve d'un bonheur parfait. Elle ne rêve pas seulement d'un petit bonheur ou d'une partie du bonheur, elle rêve d'un bonheur parfait, idéal
absolu et surtout immédiat. Je veux être heureuse maintenant ou jamais. Après ce face-à-face, on a le dénouement. Donc le nœud, c'est le fait que Antigone a essayé d'enterrer son frère et elle a été comparue devant Créon et ils ont été sujets d'un grand face-à-face. Donc on a le dénouement qui arrive. La scène 13, sur ces entrefaits, Ismène arrive décidé à aller enterrer son frère et à partager le sort de sa sœur. Donc Ismène, elle a bien pensé et elle vient en courant vers sa sœur Antigone, c'est-à-dire « moi je veux faire la même chose que tu veux faire, je veux moi aussi enterrer notre frère ». Mais Antigone refuse et dit que elle n'est pas convaincue de ce qu'elle veut faire et qu'il sera mieux de laisser cette idée et que Antigone va être la seule responsable de l'enterrement de leur frère. Ensuite, on a la conscience de Créon. Donc, comme je vous ai déjà parlé du cœur qui a plusieurs fonctions, on a ici le cœur à la fonction de la conscience de Créon, qui lui pousse, il lui reproche son acte, il lui dit « il fallait la sauver, il fallait que tu fasses quelque chose, tu es le roi ». Donc, on a ici la conscience de Créon qui est en train de parler et de se reprocher. Mais pourquoi j'ai pris cette décision? Et ici, on peut connaître un aspect un petit peu caché de la personnalité de Créon, c'est-à-dire que Créon ne fait que son devoir. Il n'a pas le goût du pouvoir, il ne veut pas être roi. Lui, il aurait pu, ou il aurait préféré être autre chose, mais c'est un devoir. Sans lui, Thèbes va rester sans roi. Et c'est à lui de faire cela. Donc, après le cœur qui était la conscience de Créon, on a Aimant qui est en train de supplier son père. « Mais papa, tu es le roi, tu peux tout faire, tu peux la sauver, alors fais quelque chose. » Mais Créon reste sur sa décision et là, on peut voir à quel point c'est difficile d'être dans des postes de pouvoir. Donc, Aimant est sorti comme fou. On a le face-à-face entre le père et le fils, c'est-à-dire Créon et Aimant. Donc Créon essaye de convaincre son fils qu'il a tout fait. J'ai essayé avec Antigone, j'ai essayé de la convaincre, mais elle est entêtée, elle est têtue. Elle a préféré sa folie et la mort. Parce que dès le départ, Antigone, elle sait qu'elle va mourir. Et finalement, tout Thèbes est au courant. Et c'est ça le plus important. C'est que le but de Créon, c'est de garder la paix, dans Thèbes. Mais une fois que les Thébains ont connu que Antigone a fait ce geste, c'est que on ne peut pas retourner en arrière. Donc, la 16e scène, donc le cœur reproche une fois à Créon d'avoir blessé Aimant. Donc, d'abord Antigone, ensuite Aimant. Créon répète qu'il ne peut plus rien faire. Une fois les Thébains ont su, une fois la foule, vous vous rappelez, Ismène avait parlé de la foule. Une fois la foule sait que Antigone a essayé d'enterrer son frère, c'est qu'on ne peut pas retourner en arrière. Ensuite, donc bien sûr, les habitants envahissent le palais. Ils sont là en train de crier « Cette personne qui n'a pas respecté la loi, qui n'a pas respecté le décret royal doit mourir ». Donc, Créon sort afin d'essayer de faire l'ordre. Il sort avec les 2 gardes, parce qu'il y avait 3 gardes bien sûr. Et Antigone va rester avec un seul garde. Et c'est là où Antigone va se remettre en question. Elle va d'abord demander au garde d'écrire une lettre pour elle. Le garde va au début refuser, mais il va accepter en contrepartie d'une bague d'or, c'est-à-dire, lui, il s'en fout, qu'elle meure pas, moi je veux de l'argent, s'il y a de l'argent, je fais ce que tu veux. Donc, Antigone va commencer là, en dictant au garde ce qu'elle veut qu'il écrit dans la lettre pour Aimant. Elle commence à réaliser
la gravité et l'absurdité de son geste. Antigone, donc, a une certaine attitude envers son geste, c'est qu'elle va craquer et avouer qu'elle était faible, qu'elle a peur et qu'elle ne veut plus mourir, qu'elle aurait voulu vivre, mais que son destin, que la fatalité de la chose est comme ça. Elle ne peut pas faire autrement. Donc, elle affirme qu'elle a peur, demande pardon à Aimant dans la lettre, à toute sa famille pour le malheur qu'elle leur a causé, déclare que Créon a raison. Donc, elle revient, elle se remet en question. Créon avait raison, mon oncle avait raison. Qu'elle ne sait pas pourquoi elle va mourir. Donc ici, on arrive simplement aux dernières scènes, donc les 3 dernières scènes. D'abord, on a l'annonce de la nouvelle du suicide d'Antigone dans son tombeau et aussi le suicide d'Aimant. Donc, Antigone, dans son tombeau, elle a été pendue à l'aide de sa ceinture. Aimant, quant à lui, il s'est poignardé, il s'est ouvert le ventre à l'aide de son épée. Donc tout cela, on ne le voit pas sur scène, c'est le rôle du messager qui va nous rapporter la mort d'Antigone et d'Aimant. Ensuite, on a l'annonce du suicide d'Eurydice. Donc Eurydice, la maman d'Aimant, qui va se suicider en s'égorgeant. D'accord, en ouvrant sa gorge parce qu'elle a su que son fils Aimant a été mort et que Antigone aussi, elle a été morte. Donc dans cette scène, on va voir que Créon, il va craquer. Il est là, seul, il n'a plus personne et c'est ça le prix qu'il doit payer pour être ou pour garder la paix dans sa ville qui est Thèbes. Finalement, on a une dernière intervention du chœur qui exprime qu'il avait raison depuis le début, que l'histoire s'est terminée exactement comme il l'a annoncé au début, que seuls les gardes continuent à mener leur petite vie. C'est-à-dire, tout le monde est mort, Créon est seul, et Antigone pendue, Aimant suicidé en ouvrant son ventre, Eurydice en ouvrant sa gorge, Créon seul, mais les gardes ils sont là, ils font leur travail, c'est des serviteurs et ils sont en train de mener, de continuer leur vie comme si rien n'était. Donc c'est comme cela que la tragédie moderne Antigone s'est terminée. Donc vous vous rappelez, le dernier point était les thèmes les plus importants. Donc on a des thématiques qui sont très très importantes à savoir et à discuter. On a la solitude. Donc Antigone s'est toujours sentie seule. Créon s'est toujours, donc à la fin il est resté seul, sans son fils, sans sa nièce, sans sa femme. Le destin, ça veut dire que le destin d'Antigone était de mourir, elle ne pouvait pas s'échapper. Le devoir, donc le devoir de Créon d'être roi, le devoir d'Antigone d'enterrer son frère, la mort. Donc vu qu'on est en train de parler d'une tragédie, ça veut dire que les personnages principaux vont mourir à la fin. Donc le bonheur, est-ce que le bonheur est vrai? Il n'est pas vrai. Donc la proposition du bonheur est venue 2 fois, que ce soit par Ismène ou bien par Créon, le mariage, les enfants, etc. L'autorité dans le personnage de Créon, la rébellion dans le personnage d'Antigone et finalement l'enfance lorsque Ismène et sa sœur avaient une nostalgie pour leur enfance et des souvenirs d'enfance. Donc, j'espère que vous avez pu avoir une idée générale sur la pièce de théâtre, la tragédie moderne Antigone, que vous allez pouvoir être prêts pour vos examens régionaux et j'espère que vous êtes restés chez vous, que vous ne sortez pas afin de suivre votre enseignement à distance et je vous souhaite bon courage.